Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire les débriefs de fin de saison. Et aujourd'hui on s'attaque au débrief des meilleurs sprinteurs de l'année, c'est-à-dire les sprinteurs qui ont enchaîné les victoires, qui ont réussi à faire des bons résultats. On va revenir un petit peu sur les saisons bien de nombreux coureurs, parce qu'il y en a quand même 10 plus les mentions honorables, c'est-à-dire les coureurs qu'on n'a pas pu faire entrer dans le classement et qui ont quand même fait des saisons très intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu cette année, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon classement. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. En ce moment, les top 10 de fin de saison, vous avez les top 10 des retraités, top 10 des bleus, enfin des coureurs français, top 10 également des moments marquants de l'année. Il y avait également les moments énervants. Donc n'hésitez pas à voir tout ça sur la chaîne. Vous avez également le Vendée Globe si vous voulez. Deux moyens de me soutenir. La première, vous rajoutez la petite cloche. Plus vous cliquez rapidement sur une notification et sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Deuxième solution, ça c'est seulement et seulement si vous en avez les moyens et que vous en avez l'envie, vous pouvez faire un super thanks. Alors, dans ce classement des meilleurs sprinteurs, il n'y a pas que des purs sprinteurs. Enfin, il y a un cas particulier, voilà, dans tout ce classement, c'est-à-dire qu'on a un coureur qui est toujours difficile à caser. Voilà, et on en parlera un petit peu plus tard. Ce qui a fait ce top 10, déjà, c'est les victoires, le nombre de victoires, mais aussi l'importance des victoires, les oppositions quand il y en a eu, et puis mon impression personnelle, ça reste un classement personnel, donc des fois je me suis dit, ah bah tiens, lui m'a impressionné, moi impressionné, alors j'essaie toujours de regarder le bilan des saisons sur Pro Cycling Stats, mais voilà, c'est comme ça que je fais mon petit classement, ma petite tambouille du côté des différents top 10. Et on va commencer tout de suite par le premier de ce classement, c'est-à-dire le concurrent classé en 10e position parce qu'on part à l'envers. C'est un Néerlandais, il court dans une équipe suisse, il était déjà dans le classement l'année dernière, à peu près dans les mêmes positions, et pourtant il a été arrêté pendant 4-5 mois. C'est Arvin de Klein, le coureur de la Tudor. Vous savez que c'est un coureur que j'apprécie pas mal, Arvin de Klein, coureur néerlandais qui est passé pendant très longtemps dans des équipes de 3e division avant de passer chez Rewall en 2020. Mais l'équipe s'est arrêtée. Et puis ensuite, il y a eu Human Powered Health et la Tudor depuis 2023. Et c'est un pur sprinter, alors lui il passe pas un pont d'autoroute, Arvin de Klein, il est vraiment bon dans ce profil-là du sprint, mais il a été encore intéressant, très intéressant cette année. Pourtant, comme je vous le disais, il a été arrêté pendant longtemps parce qu'il n'a pas couru de avril à août. Problème de genou qui, je pense, a mis du temps à être diagnostiqué. Et ce qui fait qu'il a eu cette grosse période de trou. Malgré tout, il gagne dans la première partie de saison et notamment il y a cette belle victoire sur Paris-Nice, pour ceux qui s'en souviennent, l'étape de Montargis avec le gros travail de Matteo Trentin. Vous aviez également 3 deuxièmes places sur l'UAE Tour, deuxième place également sur le Alula Tour, donc le Tour d'Arabie Saoudite. Et puis sur la deuxième partie de saison, il arrive encore à gagner des victoires, alors certes sur le Tour de Longawi, ça reste plutôt anecdotique, mais surtout il gagne à la fois le Grand Prix de Fourmies et le Grand Prix d'Isberg et deuxième du Championship van Vlaanderen. Donc des résultats très intéressants je trouve pour une demi-saison parce qu'il n'a couru que 39 jours cette année, Arvin de Klein. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir une saison plus importante, c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut dans le classement. Mais malgré le fait qu'il ait qu'une demi-saison, qu'il ait très peu couru, il y a encore des résultats cette année. Il y a encore des victoires. Ça fait partie des meilleurs scoreurs de sa formation. Ce qui n'était pas si évident que ça. Il finit bien l'année. Il commence bien l'année aussi avec l'UAE Tour. Bon, dommage, ce trou en cours de saison, mais on voit par exemple une 4e place sur le Tour de Danemark. Alors, le problème d'Arvin de Klein,
encore une fois, c'est que c'est un sprinter qui passe pas les bosses. C'est un sprinter vraiment pur sprinter, Arvind de Klein, hein, comme on a connu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'à côté, Dylan Groenewegen, c'est un bon grimpeur à côté d'Arvind de Klein. Mais ça reste un coureur très intéressant. Et puis, encore une fois, il est dans une équipe de deuxième division. C'est un coureur qui a encore, je pense, 2 ans, personne connaissait. Moi, je le suivais, encore une fois, j'avais vu des résultats, mais c'est vrai que depuis 2 ans, il a augmenté de manière importante son nombre de victoires et surtout la qualité de ses victoires. Première victoire en World Tour pour lui dans sa carrière, première victoire également en World Tour pour la Tudor. Également sa formation et je trouve voilà, que c'est un coureur très intéressant, voilà, Arvind de Klein. Je trouve que c'est un sprinter qui est assez sous-estimé et pourtant quand on le voit au départ d'une course, je trouve qu'on est quand même assez rarement déçu et surtout voilà, sur ses profils de sprint pur, parce qu'encore une fois, dès qu'il y a des bosses c'est compliqué pour lui. C'est vraiment pas quelque chose où il est performant dans ce domaine-là. Par contre, pourtant c'est bizarre parce qu'il a un physique 1m71, c'est pas un grand gabarit, 68 kg non plus. Donc normalement, il pourrait être pas mauvais dans ce domaine-là, mais il aime vraiment pas les montées. Par contre, sur les sprints, sur le plat, il est très dangereux. Et en plus, comme il n'a pas un grand gabarit, il arrive un peu à se faufiler aussi. Donc il est très intéressant dans ce domaine-là. Mais vraiment, Arvind de Klein, encore une saison intéressante. Donc c'est pour ça que je le place à la 10e position de ce classement. Arvind de Klein, le néerlandais. Pas grand chose d'autre à dire sur lui. On passe directement à la 9e place de ce classement. 8e place de ce classement, il a un âge presque canonique pour un sprinter, quoique on a vu un petit Britannique s'imposer pour la 35e fois sur le Tour de France, qui n'est pas présent dans ce classement, c'est Alexander Kristoff. Et oui, parce que Alexander Kristoff cette année, alors oui, ce ne sont pas forcément des grosses victoires qu'il a à son palmarès, mais il fait quand même un bon Tour de France, avec 2 troisième places. 3e place du côté de Saint-Vulbas, l'étape de Mark Cavendish. 3e place également du côté de Nîmes, du côté d'Alexander Kristoff. Mais il y a quand même des victoires pour Alexander Kristoff cette année. Victoire sur le Sels Trophy, sur le Elfsteden Ronde de Bruges, également je vais y arriver, une victoire sur le Tour de Norvège, une victoire également, enfin beaucoup de victoires en Belgique, même du côté d'Alexander Kristoff, 2 victoires sur l'Arctic Race of Norway, où il est assez dominateur sur les sprints, et puis victoire également, 2 victoires sur la Croix Race. Alors oui, il n'y a pas de grande victoire, il manque une victoire sur une course un peu plus importante, une Pro Series. Par exemple, il y a eu sur le Tour de Norvège, mais une Pro Series, je dirais une classique Pro Series. Il manque peut-être quand il y a beaucoup d'opposition, maintenant Alexander Kristoff. Mais ça reste quand même un coureur qui a fait des places d'honneur. Je voyais également 2e à San Benedetto del Tronto, 3e sur la première étape du Tour de Man, 2e également au Trofeo Palma. On sait que le Trofeo Palma, c'est le premier grand rendez-vous des sprinters, premier rendez-vous des sprinters. Et puis, oui, il a été présent pendant toute la saison. C'est vrai que sur le Tour de France, malgré le fait que l'équipe n'était pas 100% concentrée sur lui, parce que vous aviez aussi Tobias Haaland, pardon. Vous aviez une équipe très intéressante du côté de Uno X. Et c'est vrai que Kristoff, je trouve, s'en est bien sorti. Et c'est vrai qu'en comparaison de Vareskjold, alors que le chat a décidé d'aller dans la litière alors qu'il est 15h. Vous savez, cette grande passion du chat qui va dans la litière. Mais malgré le fait qu'il y avait Vareskjold, qui le concurrence forcément, Vareskjold est un petit peu plus jeune et arrive quand même à avoir des résultats, malgré l'arrivée également de Magnus Cort Nielsen, aussi dans cette formation, eh bien je trouve qu'il s'en est très bien sorti. Et malgré que sur le Tour de France, il y avait Johannesson, malgré sur le Tour de France, il y a eu le maillot à poids également de Jonas Abrahamsson, eh bien il fait quand même un bon Tour de France avec encore une fois ses 2 troisième places. Il y a quelques places d'honneur du côté d'Alexander Kristoff. Après, on voit bien qu'à 37 ans, il n'est plus en capacité de faire des sprints comme il y a quelques années. Mais je trouve que chez Uno X, c'est sa saison la plus intéressante pour le moment. Et je dirais même qu'il faut remonter peut-être à l'époque Katusha
ou l'époque Uno. C'est vrai que chez UAE, il avait eu également des bons résultats sur les premières années, mais il faut remonter quand même à quelques saisons pour avoir Alexander Kristoff aussi présent, et avec quand même pas mal de victoires. Il arrive quand même juste derrière Cavendish pour le moment dans les coureurs en activité, mais l'année prochaine, ça sera le coureur en activité avec Arnaud Démare. Les deux sont assez proches en termes de victoires, avec le plus de victoires en carrière. Il en a 96 pour le moment, Alexander Kristoff. Et il arrive encore à être performant à 37 ans. C'est pas anodin. Et c'est vrai que Kristoff, il a eu assez peu de saisons de trous depuis qu'il est dans l'élite. Il est dans l'élite depuis 2010. Avec son arrivée à la BMC, il a assez peu eu de saisons où vraiment il n'y a pas de résultats, où c'est complètement année blanche. Il arrive toujours à avoir des petits résultats à droite à gauche, à réussir à vraiment progresser dans ses résultats. Donc c'est bien du côté de Alexander Kristoff. On va voir maintenant la suite aussi de sa saison, de sa carrière, parce qu'il est en 2025, dernière année de contrat avec la Uno X. Est-ce qu'il prolongera avec la Uno X ou est-ce qu'il décidera de s'arrêter? Et je pense que vu son palmarès, il pourra s'arrêter en ayant peu de regrets du côté d'Alexander Kristoff. Ça sera la grande question, parce qu'il faut rappeler quand même Kristoff dans son palmarès, il y a quand même 2 monuments. Il y a Milan-San Remo et Ronde van Vlaanderen, donc le Tour de Flandre. Ce qui n'est pas anodin. Je dirais la seule déception, c'est Paris-Roubaix. Il n'a jamais réussi à être bon sur Paris-Roubaix. De souvenir, Alexander Kristoff, il a souvent eu des petites merdes, des petits incidents qui ont fait que, un peu comme Torusoft, ça réussit peu aux Norvégiens, Paris-Roubaix, mais un peu comme Torusoft, il y a toujours eu un petit truc qui s'est mis en travers de sa route sur Paris-Roubaix. Mais ça reste un très grand coureur, Alexander Kristoff, et oui, encore des bons résultats cette année. Moi, j'ai trouvé que les résultats étaient bons. Et 1500 points UCI quand même de marquer cette saison. Et oui, ça montre une belle régularité sur l'année. Et c'est pas que le Tour de France. Vous avez beaucoup de résultats du côté d'Alexander Kristoff. Il y a eu 2 deuxièmes places sur le Tour de Slovénie également au niveau des étapes. Vous avez une 4e place sur le Tour d'Allemagne et pourtant il y avait une domination de la Lidl Trek sur cette épreuve. 5e des championnats d'Europe aussi. Malgré une belle opposition. Donc non, il y a eu des résultats cette année pour Alexander Kristoff. Alors oui, il est plus en mesure d'aller chercher les top meilleurs, ça c'est clair et net. Maintenant, aujourd'hui, il y a une marge, je dirais, de retard par rapport à ces coureurs-là, mais il est toujours performant, Alexander Kristoff. C'est vrai qu'aujourd'hui, qui peut se permettre, qui peut dire, du côté d'un sprinter, avoir remporté cette année 7 victoires, je crois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victoires sur l'année. Il y a peu de sprinters cette année qui ont gagné 8 fois. Et oui, alors oui, 8 fois, il y a peut-être des 2-1 et des 1-1, mais il n'est jamais descendu en dessous de sa catégorie-là. Il n'y a pas de victoire sur des 1-2 ou sur des 2-2. Donc c'est-à-dire que c'est toujours pas le niveau le plus faible du cyclisme au niveau de ses résultats. Et puis, parfois avec des belles oppositions aussi, je pense sur le Tour de France quand il fait ses podiums, il y a une grosse opposition, sur Tirreno Adriatico c'est gros aussi, il y a du monde, donc non, c'est très intéressant je trouve la saison qu'il a réussi à réaliser cette année. Alors pourquoi il n'est pas plus haut dans le classement? Parce qu'il manque un top résultat, enfin une victoire sur un World Tour, voilà, c'est ce qui fait la différence, mais bon, aujourd'hui ça reste parmi les bons sprinters du peloton professionnel. Allez, on regarde tout de suite le concurrent en 8e position. On continue du côté de ce classement avec Caden Groves, l'Australien de la Alpecin de Koenig, toujours dans l'ombre de Philipsen, dans l'ombre de Mathieu Van Der Poel pour ce coureur. Et c'est vrai que c'est pas évident pour lui. Je regardais son calendrier cette saison du côté de Caden Groves. Quand on regarde, il a un calendrier qui est très bizarre parce que sur les classiques, il a en fait les restes. C'est très clairement, c'est Van Der Poel et Philipsen qui ont les classiques. Et sa programmation de saison est loin d'être évidente. Il commence sur l'UAE Tour. Ensuite Paris-Nice. Derrière, pendant un mois, il a très peu couru. En fait, entre Paris-Nice et le Giro, il fait 2 jours de course. Voilà, donc c'est pas énorme. Ensuite, entre le Giro et la Vuelta,
3 jours de course. Et ensuite, on l'a mis sur les semi-classiques italiennes où on sait qu'il a aucune chance de performer, même si c'est un coureur qui passe bien les bosses. Il y a un moment, bon, au niveau des bosses, je trouve qu'il passe les bosses comme Nasser Boigny. C'est-à-dire que ça passe plutôt pas trop mal, mais c'est pas du niveau d'un Michael Matthews, par exemple. Hein, c'est pas du niveau d'un Van Aert. Bon, forcément, mais c'est un niveau où, oui, ça passe bien les bosses pour un sprinter, mais ça reste un sprinter avant tout, Caden Grove. Pourquoi il n'est pas plus haut dans le classement? Bah, son début de saison n'est pas exceptionnel jusqu'au Giro. C'est-à-dire que vraiment, ça a été très très poutif sur ces courses-là. Derrière, bon, sur le Giro, bah, c'est pas le numéro 1 de la course. Il y a Milan, il y a Merlier, il y a même Koy qui est devant lui, c'est le 4e, 5e homme sur les sprints sur cette épreuve. Sur la Vuelta, il est quand même battu par Bittner. Il n'est pas encore parfait sur cette Vuelta. Il n'a pas été imbattable. Il est battu par Bittner. Il est battu par Van Aert sur cette épreuve-là. Et puis, bon, après, la fin de saison est compliquée. Pour moi, le gros problème en fait de Caden Grove, c'est que tant qu'il est chez Alpecin, il ne peut pas avoir de meilleurs résultats. Déjà, il a ce problème-là, parce qu'il aura toujours un calendrier, à part miracle, qui sera moins bon que celui de Philipsen, moins bon que celui de Van Der Poel. C'est pas le numéro 1 de l'équipe, donc il n'a pas la priorité. Donc ça, c'est déjà un problème pour lui. C'est-à-dire qu'il a un calendrier qui est quand même un peu mal foutu, hein, comme je vous le disais, hein, c'est un calendrier un peu bâtard. Le problème de Caden Grove aussi, c'est que sur la Vuelta, il a énormément de résultats, il a 7 victoires, oui, mais en fait, à part sa première année, les 2 autres années, il y a peu d'opposition face à lui. Et malgré le fait qu'il n'y a pas une énorme opposition face à lui, il arrive quand même à être battu. Ça, c'est un problème. Il n'a pas été intransigeant dans sa domination, j'ai envie de dire. Sur le Giro, dès qu'il y a plus d'opposition, il est derrière. Donc il est un peu dans ce ventre mou au niveau des sprinters. Il fait pas partie des top sprinters aujourd'hui, Caden Grove. C'est pas non plus un mec qui va gagner que 2-3 courses par an. Non, il gagne des résultats, il a des résultats, mais il a encore un palier à franchir. Le palier est encore important pour être avec les meilleurs. Voilà, il y a vraiment une frontière pour lui. Et c'est voilà, il lui manque encore ça, j'irai à Caden Grove. Mais bon, c'est quand même un sprinter qui progresse énormément aujourd'hui. C'est un mec qui progresse énormément, l'Australien, mais il lui en manque encore un petit peu. Voilà, il lui en manque encore, il manque un petit step encore de performance pour Caden Grove. Bon, c'est ce qui va peut-être arriver dans les années à venir hein, pour lui, c'est ce qu'on lui souhaite, mais à 25 ans, il a que 25 ans après aussi, hein, il faut quand même le dire. Il lui manque encore une petite étage à la fusée. Il n'a pas été aidé non plus parfois par des trains qui étaient moins bons que les trains de Philipsen. Là aussi, il faut le dire. Il n'a pas la priorité dans l'équipe, donc c'est ce qui pose problème. Donc c'est une année qui est bonne, surtout par exemple. C'est une année qui est bonne. C'est sa 2e année, meilleure saison en carrière. L'année dernière, il avait été un peu meilleur. Notamment, il avait été pas mauvais sur les classiques. Cette année, il a très peu couru sur les classiques. Hein, ça a été son gros souci. Et puis, ouais, au final, très peu de courses, quoi. Aussi, hein, 66 jours de course. Quand tu fais 2 grands tours, c'est pas si énorme que ça. Une fin de saison où il abandonne beaucoup, mais en même temps sur des courses qui ne lui conviennent pas. Ouais, c'est un peu le souci pour le moment de Caden Grove, c'est qu'il est... il n'est pas aidé par son équipe et il aurait fallu ne pas avoir un contrat aussi long, surtout du côté de Caden Grove, parce qu'il a un contrat encore jusqu'en 2026, c'est ça Caden Grove jusqu'en 2026, ouais, donc il a encore 2 ans de contrat, sauf que Philipsen est là, Van Der Poel reste aussi, donc c'est vrai que si Philipsen était parti, ça aurait été intéressant, mais là Philipsen reste, Van Der Poel reste, en plus avec plutôt des contrats longue durée aussi. Donc j'ai peur que l'année prochaine ce soit pas beaucoup mieux pour lui parce qu'il se retrouve encore une fois bloqué. Il est bloqué. C'est comme Marc Sarrou quand il était face à Arnaud Démare et où il était bloqué. C'est pareil. Il est bloqué. Donc bon. Après, je pense qu'il se sent bien chez Alpecin parce que sinon il aurait cassé son contrat. Ce qu'on fait d'autre ces derniers temps. Mais il se retrouve à être bloqué en termes de programme de course.
Ça, c'est vrai que c'est un petit peu un souci, voilà, pour Caden Groves. Mais après, l'année est pas mauvaise, encore une fois. Mais parce que si tu prends en compte tous les problèmes de programmation de saison un peu foireuse, de tous ces paramètres-là, ça reste quand même une bonne saison. Parce que quand tu regardes, en fait, il a combien de victoires cette année, Caden Groves? Si on voit, il a 3 victoires. Ouais, mais bon, il y a quand même la moitié des courses qu'il fait cette saison qui ne lui conviennent pas. Et en plus, c'est 3 victoires sur un grand tour quand même, hein. Donc c'est pas mal pour lui. C'est dommage, voilà, c'est son Giro où il est un peu derrière. Mais encore une fois, pas super bien entouré non plus sur le Giro. Donc c'est ce qui fait la différence au bout d'un moment. Numéro 7. Eh bien, Olaf Koy. Olaf Koy, cette année, c'est une saison qui est moins impressionnante que l'année dernière. Il y a eu une petite régression dans la hiérarchie des sprinters. Il a moins gagné que lors de ses 2 premières années, où il avait été, il faut le dire, quand même impressionnant aussi. C'était comme Arnaud Delis, il a un peu moins gagné quand même. Il a 8 victoires. Olaf Koy, je trouve qu'il n'a pas du tout été aidé sur certaines courses par son train. L'UAE Tour, quand même, il arrive à gagner une course, une étape sur l'UAE Tour, mais pas du tout grâce à l'aide de son train. Je trouve que parfois le train a été quand même défaillant autour de Olaf Koy. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra travailler chez Visma. Parce que si on veut avoir des résultats avec un coureur comme ce type, de ce profil-là, il faut qu'il ait un train. Et sur certaines courses, par rapport à Alpecin, par rapport à ce qu'est capable de faire Quick-Step, par rapport à ce qu'était capable même de faire, par exemple sur un Tour de France ou Noix, c'était moins bien ce qu'a eu Olaf Koy, notamment sur le Giro, où c'est vrai que c'était difficile. Alors dommage pour lui, c'est que son Giro s'arrête très vite avec la Covid. Donc ça, c'est un petit peu dommageable pour lui. Il n'a pas été aidé non plus sur le Giro, parce que normalement, il devait y avoir Van Aert sur le Giro. Donc ça aurait peut-être changé la donne au niveau du train. Laporte tombe très vite en plus au bout de 4-5 jours de course, donc là aussi ça n'a pas aidé. Et puis Paris-Nice, son sprint au Muro est impressionnant à Paris-Nice. C'est là où tu vois que c'est un sprinter qui passe très bien les bosses. Ça fait vraiment partie de la génération des sprinters, on va dire, nouveau format qui sont capables de passer des étapes à 2000 mètres, 2500 mètres de dénivelé positif sans trop de problèmes. Tour de Pologne, bon, je n'ai pas suivi cette année le Tour de Pologne, mais il gagne une étape, enfin 2 étapes même sur le top, sur le Tour de Pologne. Après, c'est une course que je n'ai pas suivie parce que c'était au moment du Tour de France femmes notamment. Et puis il s'impose sur la Bemer Sea Classic aussi. Et puis deuxième des championnats d'Europe. Encore une fois, derrière du Team Merlier, derrière du lourd. Donc non, c'est un bon sprinter. Au championnat d'Europe, au championnat des Pays-Bas, il est battu par Groenewegen. C'est peut-être un peu sa déception de la saison, cette course. Sinon, l'année est réussie, 8e, mais encore une fois, il y a eu meilleur cette année. Il y a eu meilleur pour moi que lui. Donc c'est pour ça que je ne le mets pas plus haut dans la hiérarchie, parce qu'il me manque un petit truc. Voilà, pour Olaf Koy, il me manque un petit résultat supplémentaire pour dire ah oui, là il fait partie du top 5 des meilleurs sprinters. Il est en bordure de ce classement. L'année n'est pas mauvaise, encore une fois, pas aidé par le train. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va falloir corriger chez Visma. Parce que je trouve que sur certaines épreuves, il aurait mérité d'être mieux entouré. Notamment l'UAE Tour où c'était pas du tout le bon timing. Enfin, ils n'avaient pas du tout le bon timing sur cette course-là. Mais voilà, sinon, je trouve que l'année est réussie. Même si, encore une fois, il est un peu derrière au classement parce que par rapport à l'année dernière, il y a moins de résultats, il y a moins de victoires, mais ça reste quand même une belle saison. Ça reste quand même un coureur qui a déjà 36 victoires à 23 ans. Bon, c'est quand même un bon niveau, un bon rythme du côté d'Olaf Koy. Puis encore une fois, c'est vraiment le prototype du sprinter moderne, c'est-à-dire plutôt pas mauvais dans les bosses, qui sait aussi de temps en temps se débrouiller seul, qui a une bonne pointe de vitesse assez claire et nette, qui est très bon sur les sprints courts.
Olaf Koy, mais il lui faut un meilleur train et il lui faut surtout de temps en temps des lanceurs. Je trouve qu'on lui met pas assez Christophe Laporte, on lui met pas assez Van Aert à son service, ce qui des fois peut être un problème. Et puis l'année prochaine, ça va pas être facile pour la Visma parce qu'ils perdent quand même les Van Dijk. Alors on récupère Zinglé par exemple, mais bon, est-ce que Zinglé voudra se mettre au service d'Olaf Koy? J'ai l'impression quand même que Zinglé, c'est pas vraiment le mec qui est le meilleur équipier du monde. Donc ça va être la grande question. Et puis il y aura quand même des interrogations. Olaf Koy l'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat avec la Visma. Donc est-ce qu'il n'y aura pas l'envie d'aller ailleurs? Du côté d'Olaf Koy, je pense qu'il va avoir des propositions l'année prochaine. Olaf Koy. Après, la question, ce sera de savoir s'il voudra quitter la maison Visma, est-ce qu'il voudra rejoindre la DSM, est-ce qu'il voudra rejoindre, je ne sais pas, moi, la Lotto, là. Quelle équipe il pourrait rejoindre? Oui, la DSM, ça pourrait être intéressant, à la place de Jakobsen, en complément d'Andresen. Enfin voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant de suivre l'année prochaine, notamment à partir du mois d'août, les rumeurs autour d'Olaf Koy. Deuxième coureur de la Visma dans ce classement. Alors difficile à dire du côté... Enfin, difficile à classer ce coureur-là, hein. Wout van Aert. Il est difficile à classer parce que c'est un coureur qui a énormément de casquettes. Est-ce que c'est un sprinter? Est-ce que c'est un puncher? Est-ce que c'est un flandrien? Est-ce que c'est difficile à dire en fait les caractéristiques? Il peut être présent sur tellement d'épreuves à la fois, Wout van Aert, que c'est difficile à dire. Certains diront que c'est pas sa meilleure saison. Ça, c'est ceux qui voient le verre à moitié vide, je dirais. Moi, j'essaye de le voir à moitié plein. Vu le nombre de merdasses qu'il a eu cette année, entre les chutes à répétition et au mauvais moment, je me dis quand même, elle est pas si dégueu que ça la saison. Parce que t'as des victoires sur un grand tour, ça c'est clair et net. Le Tour de France, le début de course a été compliqué, mais à partir de l'étape de Saint-Amand-Montrond, je trouve que c'est vraiment pas mal du côté du Tour de France de Van Aert. C'est vraiment jusqu'à Saint-Amand-Montrond, sa première semaine n'est pas exceptionnelle. À partir de l'étape de Saint-Amand-Montrond, je trouve que vraiment ça progresse. Ensuite, vous avez les deux deuxièmes places à Pau et à Villeneuve-sur-Lot. Alors, je sais plus c'est laquelle où il est gêné par des marques. Enfin, gêné. Ah, vous savez mon avis sur la question. Avec Desmar, pour moi, il n'est pas gêné par Desmar. Mais bon, les commissaires ont décidé qui a été gêné par Desmar. Il est également vainqueur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne en tout début de saison. Enfin, où il domine Kuurne-Bruxelles-Kuurne, voilà, avec ce petit groupe de 3 qui arrive à... Enfin, un groupe de 4 puis groupe de 3 quand Pity est repris et lâché, qui tient pendant très longtemps avec cette belle bagarre dans le final. Et Nieuwsblad, troisième, sur une course où c'était... le retour en Belgique pour lui, vainqueur d'une étape sur le Tour de l'Algarve, mais c'est pas là où il m'a le plus impressionné. Je trouve que sa Vuelta est extrêmement réussie jusqu'à l'abandon, mais vraiment il était en train de faire une masterclass en ayant les deux maillots, à la fois maillot de la montagne, à la fois maillot de meilleur sprinter sur les épaules. Donc non, il a eu une réussite. Alors ces Jeux Olympiques ont été un petit peu plus complexes sur l'épreuve sur route. Il a une épreuve sur route qui est compliquée. Bon, il y a quand même le titre de Remco Evenepoel derrière, mais c'est vrai qu'il est un peu derrière. Et il protège en fait Remco Evenepoel. Troisième quand même du contre-la-montre, là aussi derrière Remco Evenepoel, avec ce vélo où il a hésité à prendre la roue lenticulaire à l'avant. Ça a été une grande réflexion chez lui. Et puis un Tour de France où ça reste un coureur qui protège énormément Vingegaard. Et ça reste un des atouts de Van Aert aujourd'hui pour ce coureur. C'est cette capacité à être un bon grimpeur aussi, parce qu'il a des capacités en montagne qui sont du jamais vu pour un coureur avec une aussi bonne pointe de vitesse. Même Sagan n'était pas aussi performant. Il a un registre à la Sagan ou à Michael Matthews, mais avec des qualités en montagne qui, pour moi, par rapport à ces coureurs-là, sont supérieures, et des qualités au sprint
où ça reste un coureur qui est quand même difficile à battre, Van Aert au sprint. Même dans un sprint massif, hein. Il faut quand même être dans le top du panier pour réussir à le chercher. Donc non, certains diront oui, la saison est moins réussie parce que on est toujours en attente d'un résultat, d'une victoire sur le Tour des Flandres ou sur Paris-Roubaix. Parce que c'est un coureur voilà, où il y a, oui, pas de victoire sur le Tour de France, il y a quand même des victoires sur la Vuelta cette année avec 3 victoires quand même sur cette épreuve. Mais voilà, encore une fois, il y a plusieurs chutes qui lui plombent l'année, qui lui plombent énormément la saison. Il y a aussi les crevaisons à répétition sur la Classica Rennes-Parisor, parce que ça commence là, les emmerdes. Hein. Après, c'est la Classica Rennes-Parisor où il finit 45e, la course c'est très difficile. Classica d'Almeria, il aide de l'Afcoy. Quand il a été au service de l'Afcoy, ça s'est plutôt bien passé. Bon, le problème c'est qu'il n'a pas été souvent au service de l'Afcoy, et je trouve que même dans le registre sprinter numéro 1 de l'équipe, ça marche bien, Van Aert. Et tu vois, Saint-Amand-Moron, mais je dirais Pau, Villeneuve-sur-Lot, ça marche bien. Mais qu'aujourd'hui, c'est un coureur qui reste pour moi, que je qualifie de sprinter, mais avec encore une fois des qualités qui sont énormes. Mais ceux qui disent, l'année de Van Aert, elle est vraiment pas bonne, non. Oui, elle est moins performante que d'autres saisons, mais encore une fois, il court cette année 55 jours seulement. 2023, comparaison, il est aussi à 55 jours en 2023, mais il n'avait pas eu autant de chutes. Ah oui, non, je pensais qu'il courait plus, dis donc, Van Aert. Non, je m'aperçois qu'en fait, il court jamais énormément, hein. Même chez Visma. C'est vrai que c'est une habitude chez Visma de courir peu. Je m'aperçois que c'est un coureur qui fait des saisons à 50 jours de course. Donc non, j'ai rien dit, il a plutôt beaucoup couru par rapport aux années précédentes, mais encore une fois, avec un calendrier qui a quand même été extrêmement difficile, une reprise en Norvège qui avait été extrêmement dure après sa chute à travers la Flandre, parce qu'il a vraiment souffert pour revenir après à travers la Flandre, et puis derrière, une belle Vuelta jusqu'à sa chute, qui clôture la saison. J'aurais aimé le voir au championnat du monde, moi. Parce que je pense que le parcours de Zurich, ça aurait été intéressant de le suivre. Après, quand tu vois comment l'équipe de Belgique a sombré face à Pogačar, ça aurait peut-être été compliqué aussi pour Van Aert, mais j'aurais bien aimé voir ce qu'il aurait pu faire à Zurich. Voilà, sur la course en ligne. C'est un regret que j'ai sur cette année 2024 pour Wout van Aert. Le 5e de ce classement, il est belge, il est chez Alpecin, mais n'est que 5e. Certains vont dire, t'es sévère cette année. C'est Jasper Philipsen. J'ai pas trouvé sa saison incroyable à Jasper Philipsen. J'ai en fait trouvé qu'il était un ton en dessous par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il était vraiment quasiment imbattable, Philipsen. C'est-à-dire que vraiment, il nous avait fait une saison incroyable. J'ai l'impression qu'il a eu du mal à redémarrer en tout début d'année. Mais surtout, son Tour de France est loin d'être exceptionnel. Il gagne 2 étapes, mais je trouve que là aussi, c'est à partir de... Le début de course est un peu poussif, il se débloque bien à Saint-Amand. Il y a 3 victoires, pardon, j'ai oublié celle de Nîmes. Mais il a du mal à redémarrer, je trouve, l'année. C'est pas mauvais, encore une fois, mais c'est vrai que quand on a Jasper Philipsen, on s'attend à mieux. En fait, il gagne Milan-San Remo. Certains pourraient dire gagner Milan-San Remo et ne pas être dans le top 3 des meilleurs sprinters, mais il m'a manqué quelque chose pour qu'il soit plus haut. Pourtant, il y a quasiment 5000 points UCI, donc en termes de points UCI, tu vois, c'est exceptionnel, mais je ne me voyais pas le mettre plus haut dans le classement. Je ne sais pas pourquoi. Parce que, encore une fois, il fait 2e de Paris-Roubaix comme l'année d'avant. Bon, sur les classiques, il a même été encore plus performant, je trouve, mais peut-être au détriment du sprint pur. Parce que moi, j'ai trouvé que sur les sprints, c'était moins dominateur. Alors que l'année dernière, vraiment, c'était au-dessus, quoi. Il était vraiment au-dessus. Là, j'ai trouvé que sur les sprints, c'était plus poussif. Par exemple, Colombey les 2 églises,
Normalement, c'est un sprint qui doit gagner. Et non, ça marche pas. Saint-Vulbas, il arrive jamais à remonter sur Cavendish. C'est-à-dire l'écart qu'il a au moment où il lance son sprint par rapport à Cavendish, c'est l'écart qu'il garde à la fin. Cavendish fait un bon sprint ce jour-là, mais il n'arrive pas à remonter sur Cavendish. Je trouve qu'il a eu du mal cette année. Les championnats d'Europe, par exemple, où il se fait battre par Merlier. C'est-à-dire qu'en interne, il se fait battre par Merlier. Donc non, j'ai trouvé que c'était moins bien que les années précédentes, malgré le fait qu'en termes de position au ranking, il est meilleur, au ranking Press Tracking Stats, mais je trouve qu'au niveau du sprint pur, ça a été plus difficile pour Philipsen, et il m'a pas impressionné cette année. C'est-à-dire qu'autant les années précédentes, oui, je me disais, oui, battre Philipsen, c'est dur. C'est quasiment impossible battre Philipsen. Sur ces deux premières années, ces 3 premières années chez Alpecin, tu te dis, le mec, c'est quasiment impossible de le battre, quoi. C'est comme ça qu'il est devenu numéro 1 presque incontestable chez Alpecin du côté du sprint, que Van Der Poel fait plus de sprint, que tout le monde se met à son service. Mais cette année, il est meilleur que Cadengrove, mais devant, il y avait meilleur que lui. Je pense notamment les 2 premiers. Pour moi, il y en a 2 devant qui étaient vraiment au-dessus. Derrière, ça se discute un peu plus. Mais pour moi, par rapport aux 2 premiers du classement, non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est derrière. Après, c'est plus des questions de critères, je dirais, avec les 3e et 4e du classement, mais par rapport aux 2 premiers du classement, pour moi, il n'y a pas photo. Alors, pour moi, ils ont été meilleurs sur le sprint. Ils ont été vraiment difficiles à battre. Pour moi, Philipsen, il était battable cette année, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Je me souviens l'année dernière, par exemple, de sa victoire à Moulins, sur le Tour de France, où, Moulins, c'est... Tu te dis, bon, Coco, il est vraiment au-dessus, quoi. En 2024, j'ai pas eu ce sentiment-là. Ça m'attriste, parce que l'année est pas dégueulasse, mais il m'a manqué des petits trucs, quoi, en termes de résultats. Tu vois, par exemple, il remporte le sprint du peloton de Paris-Tours. On peut te dire c'est pas mal. Mais il remporte la Sparkassen Musterland de Giro, aussi au sprint. Mais il n'y avait pas déjà les 2 de devant. Je peux pas vous donner leur nom, mais bon, vous comprendrez à la fin de la vidéo. Il n'y avait pas les 2 de devant. Et pour moi, quand il s'est retrouvé face à ces 2 mecs-là, il ne pouvait pas les battre. Il ne pouvait pas les battre à la régulière. Donc c'est là où pour moi il y a une déception du côté de Jasper Philipsen cette saison. On poursuit avec le numéro 4 de ce classement. J'ai hésité pendant très longtemps entre la 4e et la 3e place. Pour moi, il y avait... Puis même, j'irais 5-4-3 parce que ça se... Bon, voilà, Philipsen, je le mettais un peu derrière, mais pas pour grand-chose par rapport à ces coureurs-là. Et j'ai vraiment hésité entre 4 et 3, comme entre 1 et 2, pour tout vous dire. Il y a eu la même hésitation. Mais j'ai mis en 4e Binyam Girmay, vainqueur du maillot vert du dernier Tour de France. On a retrouvé Binyam Girmay. C'est-à-dire que 2022, révélation de Binyam Girmay, championnat du monde 2021 et ensuite 2022, mais fin de saison 2021 et 2022, c'est révélation de Binyam Girmay. On se dit, putain, ce mec-là, il est juste exceptionnel et en termes de rythme, en termes de niveau, il est juste dingue. Où il arrive à enchaîner les victoires sur le Tour d'Italie, où il arrive quand même à battre Van Der Poel sur une arrivée en bosse. Pas facile de battre Van Der Poel sur une arrivée en bosse, où il gagne Gand également dans un sprint en petit comité. Sa saison 2022, elle est vraiment très réussie. Et puis 2023, très compliqué. Il essaye sur les classiques flandriennes, il tombe, ça se passe pas forcément super bien. Derrière, il participe
au Tour de France, mais il est quand même très transparent à part l'étape de Bordeaux. Bon, il y a une victoire sur le Tour de Suisse, mais vraiment, et sur le Tour de la Communauté de Valence, mais vraiment, je le trouve pas exceptionnel en 2023. Et c'est vrai que quand vient l'année 2024, je me dis, ah, est-ce qu'on est reparti pour la même chose ou est-ce qu'il va réussir à se relancer? Je suis pas très convaincu en début de saison. Je vais pas vous mentir, notamment sur le Down Under. Même s'il y a une victoire sur la Surf Coast Classic, je me dis, je suis pas impressionné plus que ça. Et puis vient son mois de mai qui est très réussi. Et en fait, avant le Tour de France, je me dis pas forcément il va être parmi les 4-5 premiers du classement du maillot vert. Non, je me dis pas ça du tout. Parce que vraiment, sa première partie de saison m'a pas emballé. Certes, il y a une victoire Surf Coast Classic, troisième place sur le Giro, parce qu'il abandonne très vite le Giro, mais il fait quand même une troisième place à Fossano. Ensuite, il tombe sur l'étape d'Andorra, il tombe à 2 reprises et il abandonne la course, mais je suis pas du tout impressionné par sa première partie de saison. Donc c'est vrai, quand il arrive sur le Tour de France, je ne le mets pas parmi les favoris. Je pense me rappeler de la vidéo sur les sprinters, je ne le mets pas du tout parmi les favoris à ce moment-là, parce que je me dis, certes, bon, il y a une bonne équipe autour de lui, notamment Gerben Tyson, et pas mal de mecs qui vont l'aider, puisqu'en fait, il n'y a que Mentis, grosso modo, et Calmejane, qui n'auront pas ce travail-là. Je me dis qu'ensuite, derrière, il est plutôt... ça va être compliqué pour lui d'aller chercher les top résultats, quoi. Et pourtant, si, il arrive à faire un très bon Tour de France. Alors, la saison de Guilhermet, elle ne se résume pas seulement non plus au Tour de France, parce que le Tour de France n'est même pas forcément l'élément déclencheur de sa bonne année. Je pense que ça commence dès cette fameuse 3e place au Giro, et même peut-être même la 7e place à Gand. Mais c'est vrai qu'il fait 7e à Gand, derrière, le Tour des Flandres et à travers la Flandre ne sont pas exceptionnels. 3e place après le Giro, et quand vous regardez, eh bien vous avez victoire sur le circuit franco-belge, Roentgen aussi, 2e de la Bruxelles Cycling Classic début du mois de juin. Et puis après, le Tour de France qui a été très bon. Derrière, sur les classiques canadiennes, 2e du Grand Prix de Québec, battu d'un rien. 3e à la Bemercy Classic. 4e à Sparkassen Giro au Grand Prix de Wallonie. 2e de Binche, Chiné-Binche. Je trouve vraiment que du côté de Guilhermet, l'année est réussie. Déjà, le Tour de France, parce qu'il bat quand même une forte opposition, mais toute cette dernière partie de saison est vraiment très bonne. Si on rajoute en plus cette victoire en tout début d'année en Australie, eh bien, c'est sa meilleure saison de carrière, et surtout, enfin, il confirme ce qu'on avait vu en 2022. Enfin, il a confirmé. Ça a mis un an. Mais c'est vrai que l'année dernière, ça faisait plutôt partie de mes déceptions de l'année. Binyam Guilhermet, je l'avais trouvé assez transparent, il faut bien le dire, sur l'année 2023. Et bien 2024, ça a été totalement différent pour l'Érythréen, et qui a fait une grande saison. Une grande saison. Lui qui s'était révélé en 2021 sur la classique Grand Besançon-Doubs, où il avait été performant sur cette épreuve-là. À l'époque, il était chez Delco et chez Intermarché. Je crois qu'il venait de passer chez Intermarché. Je sais plus. Je crois qu'il était encore chez Delco à l'époque, au moment où Delco commençait à faire faillite. Mais oui, voilà, il avait eu du mal à enchaîner. Et puis, ce qui est toujours marrant aussi avec Guilhermet, c'est la folie des supporters érythréens. Il faut le comprendre. C'est vraiment important le cyclisme maintenant en Érythrée. Donc, c'est vrai que ça fait partie des stars. Vraiment, c'est une vraie star en Érythrée, Binyam Guilhermet. Je ne sais pas si vous avez vu à Asmara, donc la capitale de l'Érythrée, et sa ville aussi. Il y avait une ambiance de dingue à chaque fois sur toutes les victoires. Alors voilà, c'était complètement dingue ce qui se passait dans cette ville. Où il était genre 22h50, 21h. Tout le monde était vraiment... c'était vraiment hyper important pour tous ces habitants. Donc vraiment, voilà, très sympa
de voir la situation voilà, d'un pays qui se mobilise autour d'une star. C'était très sympa à voir voilà, ces images autour d'Asmara à chaque victoire de Binyam Guermey sur le Tour de France. Et puis maillot vert. Ça fait du bien aussi pour Intermarché, parce qu'on va pas se mentir qu'au niveau financier, c'est quand même une équipe qui est pas au top. Contrat jusqu'en 2028. Alors il faudra voir si l'équipe résiste jusqu'en 2028 et surtout en World Tour. Il y a peut-être des clauses pour qu'ils puissent quitter l'équipe si l'équipe descend en deuxième division. Mais c'est vrai que ça a un peu sauvé Intermarché cette année, qui fait pas une grande saison. Mais Guermey a un peu sauvé l'équipe, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière du côté de la formation belge. Troisième et sur le podium de ce classement, malgré un Tour de France raté, c'est Mats Pedersen, le Danois. Alors oui, le Tour de France n'a pas été une réussite. C'est un échec, son Tour de France. Abandon extrêmement tôt. Il n'a jamais vraiment pesé sur la course, à part une 4e place à Turin. Mais bon, dans un sprint qui était assez mouvementé, il n'arrive pas à battre Guermey et il se retrouve assez loin. Et puis derrière, bon, il tombe sur l'étape de Saint-Vulbas. Derrière, sa course devient extrêmement difficile et abandon avant le départ de l'étape de Colombey-les-Deux-Églises. Mais en dehors de cet échec-là, il gagne une étape sur le Dauphiné, la première étape, l'étape pour sprinter du côté de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Il gagne également sur le Tour de la Provence. Il gagne également sur l'étoile de Bessèges. Sur ces deux courses-là, il a enchaîné les victoires. Petit coup de moins bien à Paris-Nice, mais il tombe sur un énorme Olaf Koy au Muro. Où vraiment, Olaf Koy ce jour-là est vraiment fort. Et pareil à Sisteron. Donc voilà, 2 fois face à Olaf Koy. Derrière, 4e de Milan-San Remo, bon, derrière Philipson, mais et il fait une belle course ce jour-là. Gand, il est impressionnant sur Gand-Wevelgem. Dommage, il tombe 3-4 jours après à travers les Flandres et ça lui coûte une belle course sur le Tour des Flandres parce que bon, il n'est pas au top de sa forme, il essaye de partir de loin, ce qui n'est pas d'une grande efficacité ce jour-là. Il le dit après coup, c'est une erreur stratégique, mais en même temps, à la régulière, j'avais quand même du mal à tenir les cadences des coureurs de tête. Et puis, 3e de Paris-Roubaix. Donc derrière, bon, ce Tour de France qui a été compliqué, mais un bon Tour d'Allemagne où il gagne 2 étapes et le général, vainqueur également d'une étape sur le Tour du Luxembourg, l'étape de Chifflange qui était sur une arrivée un petit peu périlleuse. Déception aussi, c'est son championnat d'Europe. Un petit peu où il passe à côté, 6e, mais pas bien emmené du tout, le Danois, du souvenir que j'ai. C'était pas bien en place du côté de l'équipe danoise sur cette course. Donc je dirais une année pour moi qui est plutôt réussie. J'ai hésité pour la 3e place vraiment avec Guermey, mais Guermey sur la première partie de saison m'avait pas convaincu. Alors là il y a le Tour de France, mais je voulais pas non plus descendre complètement la saison de Pedersen juste pour une course. En début d'année, Pedersen, on se dit, il est imbattable. Ça n'a plus été le cas ensuite, mais c'est vrai que le mois de février que fait Pedersen a vraiment été assez exceptionnel. Derrière, ça a été un petit peu plus compliqué. Le Tour de France a été dur aussi à accepter, je pense, pour Pedersen, parce qu'il se disait... je vais peut-être pouvoir augmenter mon quota de victoire, surtout face à un Philipson qui est pas au-dessus du lot. Bon, Guermey, on ne savait pas trop quel était son niveau à ce moment-là, mais il se disait qu'il y avait peut-être de la place, Mats Pedersen, et puis bon, il y a cette chute qui arrive très vite, qui lui coûte cher au final, mais non, il fait une belle année. Voilà, il fait une belle année, Mats Pedersen. Alors certains diraient qu'elle est moins bonne que l'année précédente aussi. Mais pour moi, sur les classiques, il a été impressionnant. Au niveau du sprint, je l'ai trouvé meilleur que l'an dernier. Sur le sprint pur, et on juge les meilleurs sprinters, je l'ai trouvé meilleur que l'an dernier. Voilà, je trouve qu'il était vraiment pas loin des tout meilleurs. Dommage, c'est que au championnat d'Europe, il se prend que la 6e place. Mais encore une fois, je crois me rappeler, le placement est vraiment pas bon sur les championnats d'Europe. Je crois qu'il est pas bien placé par son équipe. Sinon, la saison du coureur de la Lidl Trek est vraiment pas mauvaise. Le problème, c'est que dans son équipe, il y en a un qui a été très fort, Isabelle Jonathan Milan, et que c'est pas forcément évident pour savoir qui ira sur le prochain Tour de France entre les deux.
Cette année, bon, on savait qu'avec le profil année olympique, Milan irait forcément sur le Giro et Pedersen, ça lui laissait de la place donc pour le Tour de France. L'année prochaine, 2025, c'est pas aussi évident, en sachant qu'on attend toujours le parcours du Tour d'Italie, qui va arriver presque en même temps que le parcours du Tour d'Espagne, au rythme où ça va, qu'on a eu le parcours de Paris-Nice. J'en parlerai peut-être, tiens, du parcours de Paris-Nice. Si j'ai un petit trou dans les vidéos, à un moment, je vous parlerai du parcours de Paris-Nice parce qu'il y a quelques petits changements. Voilà. Et notamment, il y aura un contre-la-montre autour de Nevers qui va être intéressant à suivre, ce contre-la-montre du côté de Paris-Nice. Mais voilà, Mats Pedersen, donc pour moi, l'année n'est pas ratée. Il est présent aussi au championnat du monde. Hein. C'est vrai que sur un parcours pourtant exigeant, c'est peut-être celui qui a la meilleure pointe de vitesse qui fait le meilleur classement. Vous avez Van Der Poel et Vesken, Hirschi, Benelli. Oui, c'est celui qui a la meilleure pointe de vitesse. C'est l'un des rares qui a réussi à survivre sur ce parcours qui était extrêmement difficile et avec les conditions climatiques qui étaient difficiles, mais surtout la course mise en place par Tadej Pogačar qui a fait que cette épreuve était difficile aussi, et lui il a réussi à s'en sortir un petit peu plus que d'autres sur cette journée de compétition. Numéro 2 de ce classement, l'Italien Jonathan Milan. Alors j'ai longuement hésité avec le numéro 1, entre numéro 2 et numéro 1 pour Milan, parce qu'il fait quand même une grosse saison. La différence, elle s'est faite sur le fait que Jonathan Milan fait, on va dire, une demi-saison dans l'idée, parce que il a très peu couru après le Tour d'Italie, ce qui était normal vu qu'il avait un défi du côté des Jeux Olympiques avec l'équipe d'Italie de poursuite et qu'il ne pouvait pas être partout. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté demi-saison qui m'embêtait un petit peu de le mettre tout devant. Il y a un autre coureur qui a été dominateur vraiment sur toute l'année. Mais il y a eu un très beau combat pour Jonathan Milan face à Tim Merlier sur le Tour d'Italie. Où il y a vraiment un gros match entre les deux et ça a été beau à voir. C'est vrai que les sprints sur le Tour d'Italie étaient vraiment sympas à voir et avec ce match entre les deux qui nous a tenu vraiment longtemps en haleine. Il remporte le maillot de meilleur sprinter, mais Tim Merlier se fait déclasser sur une étape, je crois me rappeler, ce qui change énormément la donne. Et puis vainqueur de 2 étapes sur Tirreno Adriatico, vainqueur d'une étape sur le Tour de la Communauté de Valence, où c'est presque là où il avait été le plus discret cette année. 5e à Gand, 7e à travers la Flandre pour ses premières tentatives sur les courses pavées aussi, avec des gros objectifs, en sachant que à travers la Flandre vous avez Mats Pedersen qui tombe, ce qui change les plans de son équipe, et qu'à Gand-Wevelgem vous avez Mats Pedersen qui est à l'avant. Donc forcément il fait 5e, mais il était là aussi en protection. 3 victoires sur le Tour d'Allemagne avec Mats Pedersen, je rappelle le Lidl Deutschland Tour où ils ont dominé la course. Vainqueur également de 2 étapes sur le Rennais Tour, 2e de la Bemer Sea Classic, et puis 13e des championnats d'Europe pour sa dernière course de la saison, où là ça a été un peu plus compliqué pour lui, mais c'était un sprint qui était assez mouvementé, où certains coureurs n'ont vraiment pas réussi à tirer leur épingle du jeu, et puis lui avec l'Italie, Consoni est bloqué aussi je crois, donc il a vraiment souffert. C'est vraiment une bonne année, très bonne année pour Milan, surtout que c'était loin d'être évident avec ce changement d'équipe. Chez Bahreïn, il était leader, il avait un train à son service, un programme de course aussi qui était très tourné, centré sur lui. Au niveau des sprints, Bauhao c'était le numéro 2. Du côté de la Lidl Trek, déjà tu avais un autre coureur qui avait un très bon profil, comme toi c'est Mats Pedersen, donc tu sais qu'il va y avoir plus de concurrence que chez Bahrain Victorious, et puis il fallait se réadapter à une nouvelle équipe, à un nouveau train, à un nouveau poinçon pilote. On passe de Pasqualone à Simone Consoni, qui changeait lui aussi d'équipe, donc ça aurait pu mal se passer, et ils ont réussi à très bien s'en sortir tous les deux, parce qu'ils ont fait du bon boulot tous les deux. La doublette a tout de suite marché avec Consoni
et Milan. Et puis, du côté de Milan, c'était loin d'être une saison facile dans l'idée où il savait qu'il y avait les Jeux Olympiques et que sa saison serait, on va dire, coupée en deux, avec une partie sur la route, une partie sur la piste, où il fallait être très en forme parce qu'il y avait des gros objectifs de résultats avec l'Italie. Et puis, bon, il ne savait pas trop s'il allait revenir sur la dernière partie de saison ou s'il n'avait pas arrêté au moment des Jeux Olympiques. Mais il y avait beaucoup de changements cette année du côté de Milan, ce qui était loin d'être évident, loin d'être facile à appréhender. Et je trouve qu'il s'en est extrêmement bien, s'en est bien sorti. Double vainqueur désormais du maillot cyclamen sur le Tour d'Italie aussi, ce qui commence à peser un petit peu. 4 victoires sur cette épreuve. Et puis, oui, une bonne saison. Une bonne saison, mais de toute façon, moi je l'avais découvert sur la Croix Race, où m'avait vraiment tapé dans l'œil cette année-là, le coureur italien. Derrière, son Tour d'Italie l'année dernière, même s'il n'y avait qu'une victoire, il avait été hyper régulier aux avant-postes. Et puis là, ce grand résultat qui est vraiment extrêmement intéressant, cette grande année 2024, où pour moi, il y a qu'un concurrent qui a été en mesure vraiment d'aller le taquiner sur la saison 2024, c'est Tim Merlier. Sinon les autres, ils étaient quand même loin derrière. Ils n'étaient pas en mesure d'aller le chercher. Il y avait une différence de niveau. Et Milan, il progresse parce qu'il a que 24 ans. Il vient d'avoir 24 ans en plus. Hein. C'est un coureur de 2000. Donc c'est encore un coureur qui va beaucoup progresser l'année prochaine. C'est un coureur qui va encore prendre de la puissance physique. Et puis qui va s'améliorer encore. L'année prochaine, il doit faire que de la route, il ne doit pas faire de piste. Donc là aussi, ça va changer un petit peu la donne. Et la question est de savoir lequel, entre Mats Pedersen ou Milan, fera le Tour de France. C'est pas assuré que ça soit Mats Pedersen, pour moi, dans l'idée, parce que on voit que Milan a quand même été très fort cette année et qu'il ne s'est pas raté sur ses objectifs. Sur la route, il ne s'est pas raté sur ses objectifs. Donc on verra ce que ça donnera face à Pedersen, mais Pedersen, il va pas pouvoir se relâcher parce qu'il sait qu'il y a un petit Italien derrière qui est à ses trousses et qui va être très très dangereux et qu'il faudra énormément suivre l'année prochaine. On passe aux mentions honorables dans ce classement avant de finir avec le numéro 1. Parmi les mentions honorables, Arnaud Delis. Ça reste bien Arnaud Delis, mais il en manque. En fait, pour être plus haut dans le classement, c'est vrai que si on compare à Olaf Koy, les deux sont arrivés un petit peu au top, sont arrivés à peu près de la même manière dans le cyclisme. Je trouve qu'Olaf Koy est en constante progression. Delis, c'est un peu plus compliqué. Je trouve que Delis, avant, il faisait très peur, ce qui est peut-être plus tant le cas aujourd'hui. Il est battable. Alors oui, encore pas mal de victoires, mais quand tu regardes ses victoires, c'est toujours pas sur du World Tour. C'est-à-dire que cette année, en World Tour, il fait 3e sur le Tour de Suisse, sur le Tour de France à Turin, qui est son meilleur résultat au final. Et si, une victoire à Gerhardsbergen sur le René-Wii Tour. J'avais oublié j'avais vu rapidement cette étape, je pense, au niveau du René-Wii Tour. Vous savez que c'est pas une course que j'ai suivie intensément parce qu'elle était en plein pendant la Vuelta et pendant les Jeux paralympiques. Donc on peut pas se dupliquer non plus énormément. Mais du côté d'Arnaud Delis, oui, je trouve que l'année est bien. Après, c'est correct, mais en fait, j'attends plus. J'attends plus d'un Arnaud Delis. Je trouve qu'il y a encore il a encore des lacunes actuellement. Son équipe est pourtant... tu sens qu'ils mettent des moyens, mais je trouve qu'il n'est pas toujours très bien entouré. Des fois, il y a un peu des anomalies dans les compositions d'équipe, parfois de la loto. Et ça serait bien de passer un cap du côté d'Arnaud Delis, de progresser un peu plus dans la hiérarchie, quoi. Ça serait ça bien de progresser là-dessus. Je trouve que sur les classiques flandriennes, je sais pas s'il est vraiment fait pour ça. Alors c'est bizarre parce que
Trobron-Léon, il est dominateur, il fait une course exceptionnelle. Sauf que sur les classiques flandriennes, moi je l'ai rarement trouvé excellent. Donc je trouve que c'est encore un domaine où il doit progresser. Après, il n'a pas eu une année non plus si facile que ça, hein, parce qu'il y a eu cette affaire avec la maladie de Lyme, où on a cru à un moment que... Enfin, moi j'ai pensé qu'il ne reviendrait pas, mais ça a été pris tout de suite à temps et bien traité. On n'a même pas vu trop d'anomalies au niveau des résultats, parce qu'en gros, il revient et il est assez vite bon. Notamment sur le Trobron-Léon et sur les manches de Coupe de France. Mais en fait, pour le moment, Arnaud Delis, il est surtout bon sur les Coupes de France et sur les Coupes de Belgique. Il a un peu plus de mal sur les épreuves World Tour. Et si tu veux être plus haut dans le classement et rentrer dans ce top 10, il faut avoir des résultats sur les épreuves du World Tour. Une victoire sur le Rennais 8 Tours, pour moi, c'est pas suffisant. C'est pas une mauvaise année, mais c'est pas suffisant. Voilà, il en manquait un peu pour entrer dans le top 10. Mais bon, ça sera peut-être le cas l'année prochaine ou l'année d'après encore pour Arnaud Delis. Mais là, il m'en manquait. Tu vois, par exemple, pour moi, il n'est pas 11e de ce classement. Pour moi, le 11e, c'est plus Groenewegen. C'est peut-être plus Dylan Groenewegen, le 11e. Pour moi, c'est pas Arnaud Delis. Arnaud Delis, il est encore derrière dans ce classement. Donc voilà. Petite déception pour moi. Bah, on vient d'en parler. Le néerlandais Dylan Groenewegen. Ouais, j'ai hésité. À un moment, il était dans le top 10. Hein. Et puis, j'ai remis dans ce classement, en fait, je voulais mettre De Klein. Et au départ, il était 9, je crois, au Vegan. Et puis, bah, il y a des noms qui me sont revenus. Donc, il est redescendu au fur et à mesure après le premier jet. Et à la fin, ouais, il est sorti du top 10, mais il est 11e. Non, l'année de Groenewegen, elle est bonne. Il y a cette victoire sur le Tour de France, cette victoire au championnat des Pays-Bas face à Olaf Koll qui est très réussie. C'est pas le mec qui en gagne le plus, mais il arrive toujours à en gagner des belles. Maintenant, c'est vrai qu'il est moins dominateur qu'il a pu l'être, Dylan Groenewegen. Il y a eu une époque où c'est vrai que Groenewegen, quand il était chez Jumbo, c'était vraiment le sprinter dominateur avant 2020. 2019, 2018, il gagne un peu tout sur son passage et il est assez dur à battre à ce moment-là. Il y a eu la chute qui a changé un peu, mais déjà même en 2020 c'était un peu moins costaud, même avant ce Tour de Pologne. Je me souviens avoir vu des courses en 2020 où je l'avais pas trouvé... j'avais trouvé que c'était pas si impressionnant que ça. Ça devait être 2019, ça devait pas être 2020. Où j'avais trouvé qu'il y avait une course où je trouvais qu'il n'avait pas été bien. Parce que 2020, je regarde son début de saison, il est bon. Mais il y a eu un avant et un après cette chute. Après, il a fallu se remettre en route, se remettre la tête à l'endroit. Ça a été très compliqué pour lui. Parce qu'il s'est beaucoup remis en question. Il s'est remis en question dans l'idée où tout le monde lui a tout mis sur la gueule. Et même encore aujourd'hui, parce que c'est vrai que dès qu'il fait un écart de conduite, tout le monde le cloue au pilori. À cause de cette chute, hein, mais tout le monde le cloue au pilori très vite, alors que d'autres font des sprints irréguliers. Il n'y a pas que Dylan Groenewegen qui fait des sprints de temps en temps irréguliers. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est toujours un petit peu dans l'œil de cyclone de certains suiveurs. Donc c'est pas évident à gérer. Mais je pense qu'il a mis du temps avant de revenir. Il a mis beaucoup de temps avant de revenir, avant de se reconstruire. La victoire en 2022 est très importante pour lui. Parce qu'à ce moment-là, le début de saison n'est pas exceptionnel et il arrive à se remobiliser sur le Tour de France. Et puis depuis, il arrive toujours à avoir un résultat. En 2023, ce qui lui avait manqué, c'était une victoire vraiment. Là, cette année, non, il y a les victoires, mais tu sens qu'il est plus autant dominateur qu'à une époque. Après, il a 31 ans aussi, hein, donc c'est rare les sprinteurs qui, à 32 ou 33, arrivent à toujours avoir le même niveau de résultat qu'ils avaient à 25 ans, mais ouais, c'est ça la petite différence pour moi. Du côté de Dylan Groenewegen, c'est ça qui fait la différence, c'est que
Aujourd'hui, il est moins dominateur, il gagne moins, et voilà. Bon, après, il est 11e, hein. Bon, puisqu'il est performant, mais il en manque un petit peu. Voilà, pour rentrer dans le top 10. Mais pas grand-chose, mais un petit peu quand même. Ackermann, très régulier cette année Ackermann. C'est assez marrant, mais il a un nombre de top 5 qui est énorme. Mais il n'y a pas de victoire. Ça fait partie des sprinteurs qui n'ont pas gagné cette année. Et c'est dommage parce qu'il a été très régulier, notamment 3e, 4e sur le Tour de France. Il y avait également sur les 4 jours de Dunkerque où il était tout le temps dans le top 5. Il lui manque une victoire. C'est-à-dire qu'il n'est pas passé loin, mais je pense qu'il y a eu des soucis avec son train. Ça manquait d'organisation. Israël n'a pas encore vraiment la culture du sprint dans cette équipe. Souvent, il est tombé aussi avec une équipe qui avait d'autres leaders, pas forcément un train complet aussi. Mais c'est sa meilleure saison depuis très longtemps. Ça, c'est clair et net qu'il faut remonter, je pense, à l'époque Bora pour... et pas la dernière année de Bora, mais avant, pour retrouver un Pascal Ackermann aussi efficace, parce que chez UAE, il n'avait pas été fantastique. Voilà, j'avais trouvé assez décevant. La dernière année chez Bora, les dernières années chez Bora avaient été compliquées, en plus avec des problèmes de relationnel avec l'équipe. Et là, chez Israël, j'en attendais pas grand-chose, pour tout vous dire, de ce transfert-là de Pascal Ackermann. Et pourtant, je trouve qu'il a réussi à être efficace, à être bon. Donc non, je trouve que ça a été une saison intéressante. Il manque juste la victoire. Là, il manque juste la victoire. C'est vrai que c'est toujours dommageable pour un sprinter de ne pas avoir la grosse victoire. C'est le résultat qui change un peu la saison. Là, il manque des victoires pour Ackermann parce que là aussi, hein, il n'est pas très loin de rentrer dans le top 10 grâce à sa régularité. Mais sans victoire, ça me semblait quand même un peu compliqué de mettre un sprinter sans victoire dans ce classement du top 10. Milan Fretin, s'il y a bien un coureur qui a été la bonne surprise chez Cofidis, c'est lui. Autant chez Cofidis cette année, il n'y a pas grand chose qui a marché. Milan Fretin, ça fait partie des éléments qui ont marché. Je trouve qu'il a réussi là aussi à être très efficace, très régulier. Il y a des victoires en France, notamment l'étape du Touquet, dans des conditions exécrables sur les 4 jours de Dunkerque. Et victoire également à Niort sur le Tour du Poitou-Charentes, qui est très intéressante. Donc non, je trouve que les résultats ont été bons sur l'année du côté de Milan Fretin. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, parce que autant l'équipe a été vraiment en difficulté, mais je trouve qu'il a réussi à bien s'en sortir. Je pense que l'UAE Tour, c'est là où il a compris qu'il pouvait jouer avec les meilleurs, avec les bons sprinters. Et ensuite, je trouve qu'il a énormément progressé au fur et à mesure de la saison. Il a pris beaucoup de confiance. Les victoires ont fait du bien aussi. Et c'est un coureur qui a très bien marché, et Cofidis l'a compris, parce que comme Agniolkowski, ils l'ont prolongé jusque lui en 2027. Je crois que c'était une bonne idée, parce que c'était des coureurs sur lesquels on ne misait pas des masses. T'as un peu des recrutements de dernière minute, on se dit bon, ils sont disponibles sur le marché. Allez, on se dit on tente le coup. En tentant le coup, ça a plutôt très bien marché. Et Fretin, il est encore jeune. Là aussi, on est sur un coureur de 2001, pardon, donc à seulement 23 ans, je vais y arriver. Et donc c'est un coureur qui est encore extrêmement jeune, donc qui va progresser dans les années à venir. Et j'espère surtout que Cofidis va lui faire plus confiance l'année prochaine et le mettre sur des plus grosses courses. Je trouve que là, au niveau de son calendrier, vous voyez qu'il a souvent eu les 2e ou 3e choix derrière Zinglé et Coquard. J'espère que l'année prochaine, Cofidis va réfléchir à lui pour pas que le mettre dans des courses de ce type-là, et pour le mettre sur des épreuves d'un niveau supérieur. Ça, c'est vraiment l'attente que j'ai du côté de Milan Fretin et du côté de sa formation. Donc on verra pour le futur, mais j'espère vraiment qu'il y aura cette évolution-là du côté du coureur belge. Pavel Bittner, là aussi très jeune, Bittner en 2022, vainqueur d'étape sur le Tour d'Espagne. Il a fait une très grosse deuxième partie de saison. Première partie d'année, on va dire ça a commencé piano, sauf cette deuxième place au Grand Prix Criquet-Lyon en Belgique, derrière Alex Segart,
ce jour-là et devant Birmans notamment, devant Pierre Barbier et Milan Mentel sur cette course. Et puis après ce Grand Prix Criquet-Lyon, eh bien, il y a eu des résultats sur le Tour de Norvège notamment. Résultats également sur le Tour de Burgos avec 2 victoires et le classement de meilleur sprinter. Et puis victoire sur le Tour d'Espagne, 2e place également à Santander. Ça a manqué un peu de régularité sur les sprints. Voilà pour Pavel Bittner, mais ça fait partie des bonnes révélations de la saison. Et notamment du côté du sprint. Ça fait partie des coureurs qui, je trouve, ont été très intéressants cette année. Donc j'ai hâte de le suivre en 2025 et voir ce que ça va donner avec cette formation qui a changé de sponsor. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais qui ne s'appellera plus DSM Firmenich, mais le team Picnic, Post-NL Picnic. C'est une entreprise de grande distribution. Voilà, c'est pas du supermarché, je crois que c'est en ligne. Voilà, c'est du commerce en ligne, mais de grande distribution. Voilà, du côté de Pavel Bittner. Phil Bauhaus, toujours régulier, Bauhaus. Voilà, c'est un coureur qui fait toujours son petit bonhomme de chemin. Voilà, 2 victoires cette année, une en World Tour sur Tirreno Adriatico. Mais Bauhaus, c'est vraiment le coureur, je pense, dont 90% des suiveurs du cyclisme s'en contrefichent. Mais vraiment. Pourtant, il y a quelques résultats, mais c'est pas le mec le plus charismatique, c'est pas le mec qui gagne 10 victoires par an, mais ça reste un coureur intéressant et je pense que Bahreïn aussi en l'utilisant sur le Tour d'Italie, sur le Tour de France, ce qui a quand même été une prise de risque. Et, bon, il a quitté le Tour d'Italie de manière un peu bizarre. Mais voilà, le fait d'avoir fait le Tour d'Italie, le Tour de France, même s'il a abandonné sur ces 2 courses, d'avoir quand même fait des top 10, des top 5 sur ses résultats, ça a marqué des points quand même pour la Bahreïn, qui pourtant n'a pas fait une saison exceptionnelle, cette équipe. Et puis, non, je trouve qu'il y avait il est toujours présent en fait. C'est un coureur qui est très régulier, je trouve, aux avant-postes. Alors, c'est pas le mec qui gagne le plus, mais il soire assez rarement. Et il est toujours là, il est toujours top 5, top 10, il est là, Bauhaus. Après, moi j'aimerais un peu plus, quoi. Mais c'est un mec qui est régulier, voilà. Mais ça manque de résultats, donc c'est pour ça que je ne le fais pas rentrer dans le top 10. Et puis Paul Magnier, on parlait de Bittner, lui aussi, hein, c'est la belle révélation de la saison du côté des sprints. Avec Luke Lamparty du côté de la Soudal Quick-Step, ça s'est très très bien passé. Son Tour de Grande-Bretagne est réussi. Il a eu pas mal de résultats. Baby Giro aussi, mais ça a été une grande saison. On en avait déjà parlé de son année du côté du classement des Bleus, mais voilà, je trouve que Paul Magnier, sur cette année 2024, a fait une très bonne première saison au World Tour, ce qui était loin d'être évident dans une équipe qui a commencé la saison quand même avec un projet de fusion avorté et avec des propos d'un directeur sur une des stars de l'équipe qui n'étaient pas forcément les propos les plus judicieux de l'histoire. Donc c'est vrai qu'après il fallait réussir à se remettre dedans, et là je trouve qu'il a été très bon, voilà, dans l'idée. Donc non, ça a plutôt bien marché, même très très bien marché. Donc pour moi, très bonne réussite, voilà, pour Paul Magnier sur cette année 2024. Je pense qu'il peut être fier de son parcours et de sa saison. Qui est le grand vainqueur de cette saison 2024 des meilleurs sprinters de l'année? Eh bien, c'est un Belge qui court chez Soudal Quick-Step, peut-être un peu sous-estimé chez Soudal Quick-Step à une époque. C'est Tim Merlier. Quelle année de Tim Merlier! Quelle année! 3 victoires sur le Tour d'Italie. Il a enfin prouvé que c'était pas simplement un coureur de première semaine. Victoire sur le Tour de Pologne, victoire sur le Tour de Belgique à 2 reprises. Vous avez également Nokere Corse. Vous avez UAE Tour avec 3 victoires, 2 victoires sur la Tour. Dommage chez Tirreno, où il y a un petit ralentissement à ce moment-là, mais l'année de Tim Merlier, champion d'Europe aussi, elle est quand même assez exceptionnelle.
à 32 ans, lui, il a enchaîné les résultats, ce qui est assez rare à cet âge-là quand même de réussir à faire ça. Coureur un peu sous-estimé parce que je l'avais dit en 2023, pour moi, le fait de ne pas l'avoir mis sur un grand tour, ça avait été une erreur. Pour moi, ça avait été une erreur de la Soudal Quick Step, parce que déjà ils avaient énervé un peu Tim Merlier parce qu'il avait dit que normalement il rejoignait l'équipe avec un peu la certitude de faire un grand tour et que on l'avait un petit peu retiré à la dernière minute du Tour d'Espagne parce que normalement ça devait être le Tour d'Espagne, et qu'il était déjà énervé parce que bon, son année 2022 chez Alpecin c'était pas très très bien passé, non plus avec la formation belge où on avait bien compris que c'était plus la priorité de l'équipe, Tim Merlier, mais ouais, je trouve qu'il a fait une grande saison chez Soudal cette année parce qu'il a été dominateur. C'est-à-dire quand vous regardez ses sprints sur l'UAE Tour, waouh, tu te dis oui, il est imbattable. Il a progressé en puissance, je pense qu'il est capable de faire des sprints plus longs qu'avant. Et puis, putain, sur l'UAE Tour, il y a un moment, il fait un sprint face au vent, quoi. Il fait un sprint face au vent de 275 mètres. Ce qui est énorme. Il a été dominateur pendant toute l'année, Tim Merlier. Mais d'une efficacité vraiment. Et puis, on pourrait dire qu'il n'a pas été non plus qu'au-dessus du lot et fait des sprints de bourrin. Parce que je me souviens sur le circuit du Chameau, sur le Alula Tour, ben, il choisit la bonne trajectoire par rapport à Casper Van Uden, ce qui lui permet de remonter sur la fin. Il a démontré cette année que c'était pas qu'un sprinter qui était un sprinter de classique, c'est pas un sprinter d'un mec de course par étape de 5 jours, non, en plus il a montré sur le Tour d'Italie qu'il était capable de gagner en dernière semaine. Ça je pense que c'est vraiment un truc différent des années précédentes, parce que souvent il gagnait mais en début de course, quand il gagne sur le Tour d'Italie, quand il gagne sur le Tour de France, c'est un tout début de course en 2021. Et là, il a démontré que non, il était capable de finir bien également ses grands tours, et ça c'est une différence. Je ne sais pas quel sera son programme en 2025. Moi, j'aimerais bien le voir sur le Tour de France, même si, encore une fois, c'est peut-être pas le parcours qui semble le plus intéressant pour lui. Mais je me dis, bon, j'aimerais bien le voir en France, voilà, le courir en France plus souvent. J'espère aussi le voir un petit peu plus sur les pavés, parce que pour moi, il y a également quelque chose à faire de ce côté-là, parce que quand tu gagnes quand même 3 fois Nocquereux, quand tu sais comment se termine cette course, tu te dis, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là. Même si jusqu'à maintenant, sur les autres grandes classiques flandriennes, il a toujours eu un petit peu plus de mal. Puis oui, c'est quand même... c'est marrant des fois les carrières de cyclisme, mais c'est vrai que c'est un mec qui arrive à son top assez tardivement, mais parce que c'est un coureur qui a passé 10 ans en continental. C'est rare quand même de rester aussi longtemps en continental et de réussir derrière à monter en World Tour. Et enfin, pas 10 ans, mais bon, il est resté 10 ans dans des structures qui n'étaient pas énormes, parce qu'il a été également chez Veranda Williams quand ils étaient en deuxième division. Mais oui, il a été dans plein d'équipes qui n'ont pas forcément été hyper fortes, et il est arrivé à maturité super tard. Alors, les résultats, il les a eus tardivement dans sa carrière. C'est-à-dire que pendant toute sa première partie de carrière, les résultats sont pas exceptionnels, et puis il arrive, voilà, à partir d'Alpecin, puis Soudal, à progresser dans la hiérarchie à 27-28 ans. Il est arrivé à maturité très tard, mais comme d'autres, hein, comme Geoffrey Bouchard par exemple, d'autres ont réussi ça aussi dans leur carrière, et c'est ça qui est surprenant. Alors j'ai hésité avec Milan. Pour moi, la différence, c'est que Milan fait une demi-saison forte, et bon, ensuite il est un peu moins présent. Merlier, il a été présent pendant toute l'année. Pour moi, c'est ce qui fait la différence entre les deux. C'est ce qui fait que Tim Merlier est devant. Mais oui, sa saison 2024, elle est super réussie. Il a été vraiment très très bon, Coco. Et je trouve que, voilà, on l'a un peu sous-estimé chez Soudal en 2023. Et je pense que Soudal n'a pas fait la même erreur en 2024. Et qu'on a voulu l'emmener sur des courses plus importantes. Et je trouve que ça a réussi. Ça a même très bien réussi du côté de Tim Merlier. Donc on verra quel sera son programme l'année prochaine. Mais ouais, moi je vais le suivre. Hein. J'espère de le voir autant dominer. Et puis c'est un coureur qui sera en fin de contrat. Donc là aussi, hein, Soudal Quick-Step sera peut-être menacé par des adversaires.
qui voudront s'offrir les services de Tim Merlier. Mais faudra réfléchir quand même à 2 fois, parce que l'année prochaine, en fin de saison, il aura 33 ans. Parfois, à 33 ans, on commence à perdre un petit peu de niveau. Alors même s'il arrive à maturité tard, il faudra voir si on poursuit du côté de Soudal Quick-Step sur Tim Merlier et qu'on veut le renouveler à tout prix et donc forcément augmenter son salaire. Ou soit, si on le laisse partir, mais dans ce cas-là, à Soudal, ils auront Paul Magnier. Alors ça dépendra peut-être aussi des résultats en début de saison de Paul Magnier et de Lamperti. Ça décidera peut-être énormément de la suite, de la manière dont l'équipe renouvellera le contrat de Tim Merlier. Mais sinon, je suis sûr qu'il y a des équipes qui vont s'arracher pour l'avoir. Hein. Vraiment, parce que, à part s'il rate complètement son début de saison 2025, normalement, c'est un coureur qui va encore avoir des résultats l'année prochaine et qui sera donc un coureur très difficile à battre. Hein, on va pas se mentir. Bon, et ben voilà, et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis bien nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao!